Directeur général d'un incubateur de start-up en tourisme. Qu'est-ce que ça fait? Je ne le sais pas. Je prends la job tout de suite. J'aimais trop ça. Ma mère, elle, ça fait 20 ans qu'elle ne sait pas ce que je fais parce qu'à chaque fois que je lui dis ce que je fais, elle ne comprend pas parce que c'est comme nouveau. Puis effectivement, je me rends compte que tout ce qu'on m'a enseigné à l'école, bien, je n'étais pas préparé pour ça. Ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, comment ça se fait que j'ai pu réussir ça? Je veux dire, je ne suis pas mieux qu'un autre. Peut-être j'ai quelques compétences. Puis je pense que c'est ça, c'est des compétences que j'ai dû avoir et non pas des connaissances. Ou en fait, il y a toujours un lien entre les deux, mais c'est pas vrai que j'étais préparé pour être monteur HTML, pour être ensuite un publicitaire interactif, pour être ensuite un conseiller de médias sociaux, puis maintenant un directeur général d'un incubateur en tourisme. Oui, alors... moi, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait 3 domaines, enfin du moins 3 métiers différents. Donc il y a eu le métier donc, de consultant, voire même d'opérationnel, donc en HTML, etc. Il y a eu conférencier, blogueur, oui, intervenant aussi en radio. Et donc là, maintenant, plus sur MTLab. Comment ça s'est fait, les étapes entre l'opérationnel, du moins l'opérationnel, le consultant, le conférencier et l'intervenant en radio, et maintenant MTLab. Je pense pas que c'est conscient, parce que c'est vrai que j'ai eu une phase où j'étais blogueur. J'étais juste peut-être blogueur au bon moment, parce qu'aujourd'hui, on pourrait être blogueur et on passerait plus inaperçu, mais c'était le bon moment. J'étais blogueur parce que je crois que ma compétence, c'était de voir des patterns dans ce qui se passait, dans l'ancien monde qui tombait, qui changeait, puis le nouveau monde qui apparaissait. Et moi, j'étais capable de voir la différence entre les deux et de l'expliquer comme il faut. Donc, je fais une chronique radio à l'émission La Sphère sur la première chaîne de Radio-Canada tous les samedis depuis 5, 6, 7 ans. Et donc, je m'amuse beaucoup à vulgariser ce que je vois. Mais j'ai fait aussi un blog à Radio-Canada. J'ai aussi un blog perso. C'est mon blog perso qui m'a fait connaître parce que justement, en 2004, quand je voyais la montée des blogs, j'ai dit, mais c'est le moment de partager. Et c'est cette passion de partager qui n'avait aucun sens d'affaires, parce que oui, peut-être, il y avait moins un sens d'affaires qu'un sens de survie. J'ai eu des enfants à ce moment-là, et mes enfants se réveillaient la nuit. Eux se rendormaient, mais pas moi. Alors, je me suis mis à bloguer. Et donc, toutes ces nuits d'insomnie, je les rentabilisais à exprimer ce que je voyais que les médias n'exprimaient pas. Ils ne parlaient jamais de la technologie, ils ne parlaient pas de ce qui se passait. Ça a pris vraiment des années avant qu'ils s'intéressent vraiment à ça. Puis moi, j'ai pris comme la parole pour en parler, pour exprimer qu'il y a quelque chose qui s'en vient et ça va changer nos vies, puis voici comment je le vois. Et je l'ai fait vraiment juste par plaisir, mais par la bande, ça m'est revenu parce que la compétence qu'on a vue dans mes écrits, à mon avis, a fait qu'on m'a appelé pour être conférencier, qui m'a permis donc d'être vu, de rentrer à la radio. Et ensuite, à la fin, évidemment, ça revenait. On m'appelait pour des services conseils. Ça a donné que par ce biais-là, j'ai jamais eu à faire de démarchage pour trouver un client. C'est toujours les clients qui venaient voir mon site web, soit qu'ils n'aimaient pas ce que j'écrivais, donc ils ne m'appelaient pas. Puis s'ils aimaient ce que j'écrivais, ils m'appelaient. Et donc, on s'entendait déjà en partant. D'accord. Et donc, comment a évolué le monde en tant que témoin depuis donc une vingtaine d'années? On est quand même passé d'un monde de rareté, puis ceux qui sont peut-être plus jeunes n'ont peut-être pas connu ça, mais un monde de rareté, là, ça veut dire que rareté relative, on s'entend là. Il y avait quand même beaucoup de choses, mais en comparaison avec aujourd'hui, c'est comme un monde de rareté. Imaginez-vous d'être dans le désert. Mais dans le désert, ça veut dire que dès que vous voyez quelque chose de bon, vous le ramassez, vous le mettez dans votre besace. Et donc, c'est un réflexe de penser que toutes les choses ont une certaine valeur. Et je crois qu'on est... Donc, c'était ça. Puis ceux qui étaient capables de créer cette valeur-là, c'était en général l'élite des médias, l'élite académique, qui sont dans des endroits qui sont capables de créer des pépites de connaissances. Puis c'était vraiment là qu'il fallait aller pour comprendre un peu le monde, parce qu'à l'extérieur, il n'y avait rien pour comprendre le monde. On ne compte pas sur la télévision pour nécessairement comprendre le monde. Et tout d'un coup, on bascule vers un monde où ce qui est l'Internet, donc le web en premier, où on fait une recherche sur toutes les connaissances du monde possible, bonnes et mauvaises, et les réseaux sociaux, où c'est la connaissance de tout ton réseau qui se retrouve accessible. On passe dans un monde de surabondance d'informations. Et là, ça change tout.
Ça veut dire et c'est là que je trouve qu'il y a un changement de civilisation, dans le sens que bon, c'est un grand mot, un changement suffisamment pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que quand tout d'un coup, tout est accessible, bien, normalement, la valeur baisse. Et ce qui s'est passé, c'est que la valeur de l'information et de la connaissance a beaucoup, beaucoup baissé, puisqu'on peut toujours trouver l'information comme on le veut. Et ça, ce changement-là, je ne sais pas encore quel est le vrai impact, et ce n'est pas l'impact qu'on imaginait, c'est-à-dire que la population allait être plus éduquée, mais non, elle n'est pas vraiment plus éduquée grâce à ça, mais quelque part, il y a plus d'échanges, plus de relations entre les gens, mais qui relativise beaucoup, quelque part, le fait que peut-être la connaissance et l'information n'est plus aussi suffisante. Ce qui compte, à mon avis, maintenant, c'est les relations. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, que j'ai passé de blogueur, où je passais l'information, à directeur général d'un incubateur où on rencontre des gens, où on met les gens en relation. Je crois que la valeur, elle n'est pas assez dans, justement, pendant un certain temps, du numérique, puis est revenue au physique, où un lieu physique des rencontres entre quatre yeux a beaucoup plus de valeur. Et ceux qui arrivent à contrôler ça, contrôlent une grande valeur aujourd'hui. OK. Pour revenir du coup sur MT Lab, donc c'est un incubateur qui est spécialisé donc, dans tout ce qui est culturel et tourisme. Quelle a été l'idée de base? Comment ça s'est créé? Quels ont été les processus? Et aujourd'hui, maintenant que c'est créé, quel type d'entreprises candidatent, ou en tout cas ont intégré MT Lab, et quels sont les différents processus? Le MT Lab a commencé, en fait, c'était un voyage, une mission d'affaires de beaucoup de gens de Montréal qui étaient à Paris, dont quelqu'un de la Ville de Montréal, de l'École des sciences de gestion et de tourisme à Montréal, parmi d'autres, qui ont visité donc Paris, et ils sont tombés sur un incubateur qui s'appelle le Welcome City Lab, qui est un incubateur touristique qui venait juste d'ouvrir en 2013. Donc, ça faisait 2 ans qu'il existait. Et c'est un incubateur qui était destiné au tourisme, en fait, aux start-up dans le tourisme, axé sur Paris, donc très urbain. Et Montréal a dit, on pourrait faire un truc pareil ici à Montréal. Ils sont revenus, ils ont discuté de trouver des partenaires en se disant, voici leur modèle à eux, comment on peut l'adapter ici. On a pris pas mal le même modèle. Grosso modo, c'est des partenaires qui permettent de financer les opérations, et on trouve des startups qui sont accompagnés pendant 1 an. Ça a pris 1 an pour trouver quelque part le financement, trouver des partenaires. Donc, en 2016, la compagnie a démarré, mais elle existait juste sur papier. On cherchait le dernier financement qui venait de la Ville de Montréal, qui a dit, OK, moi, je suis prêt à mettre de l'argent pour les aménagements, mais il vous faut des locaux. L'UQAM m'a dit, parfait, on a des locaux libres, justement, au tout proche de la Place des Arts. C'est libre, on vous le laisse. Puis Tourisme Montréal a dit, parfait, si on a un lieu, moi, je vous trouve des partenaires. Et on devait avoir 3 partenaires de départ. On a eu 7. Tellement que l'idée a super bien marché. D'ailleurs, ça a bien marché parce que je me suis occupé de l'étude de marché, puis je savais bien qu'il ne fallait pas que je fasse l'étude de marché de la manière traditionnelle, c'est-à-dire faire un rapport, faire une étude, montrer ça à tout le monde. Voici les chiffres que j'ai trouvés. Oui, les gens veulent veulent avoir un incubateur, mais ça, c'est juste des mots encore. Puis déjà, je sentais que les mots ne voulaient plus dire grand-chose, étant moi, en tout cas, en train d'écrire beaucoup de mots à ce moment-là. Je me suis dit, on est en train de changer. Il faut que je montre dans la vraie vie qu'il y a du monde qui sont intéressés par votre incubateur. Alors oui, je vais faire votre étude, mais à la fin, lors d'un événement touristique qui s'appelle le Gueuleton touristique, qui a toujours lieu à la fin janvier, j'ai prolongé mon contrat à mon compte. Je me suis dit, mon contrat finissait au mois de décembre. J'ai dit, je continue à travailler avec vous parce qu'en janvier, je veux qu'après votre événement, vous venez faire votre 5 à 7 juste à côté. On a pris un bar, le Newtown. Et on a invité des startups en tourisme en disant, si ça vous intéresse que ça existe, venez montrer aux partenaires que ça vous intéresse. Et on s'est retrouvés 200 ce soir-là à accueillir les partenaires, à leur montrer c'est quoi les idées qu'on avait. Ils ont été flabbergastés parce que justement, ils ont vu, puis ça, il n'y avait aucun rapport qui pouvait montrer cette force-là. Et à ce moment-là, ils ont compris que oui, les startups étaient prêtes à rentrer. Donc là, on a convaincu les partenaires. Maintenant, le travail ensuite, donc l'année, c'était de trouver un lieu, que ça soit correct, qu'on ait un bon appel à la candidature qui soit, à mon avis, qu'il y ait le moins de friction possible. C'est-à-dire qu'on a dit,
On est assez large, on veut des startups assez matures quand même. Il ne faut pas que ce soit des startups avec des idées. Il faut que ce soit des startups avec déjà un produit ou une étude de marché ou un prototype ou un client. Quelque chose qui montre que c'est en dehors de ta tête. Parce qu'on a besoin justement que durant l'année où on va t'incuber, que tu puisses avancer. Parce qu'une idée, c'est correct, mais avancer sur une idée, on peut, en tout cas, c'est dur d'avoir quelque chose de concret dans l'année. Donc, on s'est dit qu'il faut que ce soit minimalement quelque chose qui existe. Pas d'autres contraintes, genre ça ne vous coûte rien de venir. Il faut juste venir une fois par semaine. Si vous voulez rester dans les locaux, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. Et donc, au mois de mars, on a lancé l'appel. Au mois de mai, 5 mai, c'était terminé. 78 candidatures qui venaient d'un peu partout à travers le monde, de l'Inde, de Guadeloupe, mais surtout évidemment de Montréal et des régions, beaucoup de régions au Québec qui voulaient rentrer. 78 candidatures et on devait juste prendre 8 startups à la fin. Donc, on avait quand même un bon pourcentage, enfin, une bonne proportion pour être sûr d'avoir de la qualité. D'accord. Et donc, tous ceux qui ont candidaté, comment ça s'est passé, ces phases d'études, de rencontres, de process, d'interviews, etc. Comme on voulait le moins de friction possible, ça c'est la première année, on va être un petit peu plus sévère la deuxième année, mais on veut qu'il y ait le moins de pression. Parce que ce qu'on avait découvert dans l'étude de marché, c'est que les startups en culture, tourisme et divertissement existaient déjà, mais ils ne se retrouvaient pas. Ils allaient dans les espaces de coworking, puis ils parlaient avec d'autres qui étaient en tech. Puis, parler de tourisme, on comprend, mais est-ce que c'est un bon plan ce que tu as? On ne le sait pas, on ne le comprend pas. On ne sait pas dans quoi ça s'inscrit. Et on voyait bien qu'il y avait un besoin de se retrouver entre eux. Donc, cette idée de cet incubateur vertical dans le touristique. Et donc, les candidats devaient répondre à des axes thématiques. Les partenaires avaient identifié, voici les 4 grands axes thématiques sur lesquels vous devez innover. Parce qu'on n'innove jamais dans un vide en disant oui, j'innove, parce qu'on a eu des gens qui nous ont dit moi, mon innovation, c'est je vais faire des livres, puis je vais les vendre dans les hôtels. J'en ai eu un comme ça, tu sais. Puis nous, on a dit, mais ça innove quoi? On ne comprend pas. Tu as un livre, tu as des hôtels, tout existe. À la limite, vas-y, fonce. Tu n'as pas besoin de nous, tu sais. Puis d'ailleurs, il a continué, puis ça a marché pour lui. Mais nous, on devait savoir comment on fait pour choisir. Mais l'axe, les 4 axes, c'était connaissance du voyageur. Toute idée toute solution qui pouvait permettre de connaître davantage le voyageur, ça, on le prend. C'est super libre. On peut être dans la blockchain, ça peut être aussi la réalité virtuelle. Et si ça te permet de mieux connaître, savoir qui il est, ça, on trouve que c'est une innovation. Le deuxième, c'est améliorer le parcours du voyageur. Si tu as quelque chose, encore là, du blockchain, de la réalité virtuelle, si ça peut améliorer le parcours du voyageur pour qu'il y ait une meilleure expérience, bien, ça, c'est de l'innovation. On a décidé en mettant un cadre que c'est de l'innovation. Le troisième, c'est des processus internes dans le monde du tourisme. Ils sont nombreux, ils collaborent beaucoup, mais en tout cas, ce n'est pas l'endroit où ils innovent beaucoup quand même. Donc, c'est quand même eux qui se sont fait rentrer dedans par Airbnb, puis des Booking.com, puis jusqu'à des Uber, là. L'innovation, en tout cas, ils ont trouvé ça dur. Donc, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut innover dans des processus internes entre eux quand ils collaborent? Ben, ça, c'est un axe d'innovation. Le troisième, évidemment, c'est l'impact social et l'impact environnemental. OK. Il y a une chose, moi, qui m'a marqué aussi en lisant un peu tout ce qui se passe autour d'Empty Lab, c'est que ça s'inscrit parfaitement dans l'évolution de nos sociétés où tout est question de mobilité, tout est question d'impact social, comme vous venez de le rappeler. Les relations changent, les transports changent, les priorités sociales changent, l'éducation change, tout change. Donc en quoi Empty Lab peut s'inscrire et quelles sont les tendances à Montréal et même, si possible, quelques exemples qui sont donc incubés à Empty Lab qui vont dans l'évolution de la société montréalaise et puis après pourquoi pas parler de la société en général. On souhaiterait pouvoir dire qu'on change le monde. On va peut-être changer juste le tourisme pour commencer. Effectivement, ouais. La double mission qu'on a, c'est, puis je crois qu'il y a comme une lueur, une lucidité dans le monde du tourisme à ce moment-là, c'est de dire il faut qu'il y ait de l'innovation dans le monde du tourisme selon les axes qu'on a identifiés. Il y en a d'autres axes qui vont être ajoutés au fur et à mesure. Mais c'est de dire que tous ceux qui sont déjà dans le monde du tourisme, de la culture, du divertissement, oui, on va vous aider à innover, à vous supporter que de l'intérieur, on peut innover. Mais aussi, et c'est ça qu'à mon avis, qui est le côté ingénieux,
les gens en dehors du domaine, de penser que le tourisme est aussi un lieu d'innovation, ça, c'est un coup de génie. Tous les domaines devraient, à mon avis, réussir à faire un genre d'incubateur vertical comme ça, où des partenaires qui sont assez grands par eux-mêmes pour innover, je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous pour innover, ils ont ça à l'interne déjà. Puis les startups peuvent aller voir directement les partenaires, sauf que nous, ce qu'on offre, c'est justement l'endroit où ils ne peuvent pas se rencontrer comme un genre de carré de sable où on se sent à l'aise. Et c'est ça la différence, c'est de dire aux partenaires, oui, tu innoves déjà à l'intérieur, mais nous, on a la CEPAC, par exemple, comme partenaire. On a l'Aéroport de Montréal, Tourisme à Montréal, Air Canada. Donc, vous voyez, comme on est comme des grands partenaires, mais qui peuvent innover par eux-mêmes. Mais on leur a dit que si on trouve une innovation qui marche pour un parc québécois, pour la CEPAC, bien, le Chinois qui va vouloir venir pour voir cette innovation-là, parce qu'il y a quelque chose de tripant là, bien, il prend l'avion de Air Canada, il atterrit à l'aéroport de Montréal, reste une nuit à Montréal avant d'aller dans le parc. Ça fait 4 partenaires qui sont heureux. Donc, vous voyez bien que quelque part, la collaboration a une valeur. Puis ça, ils l'ont compris. Puis ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire à l'interne. Que oui, je peux innover pour l'aéroport de Montréal, mais je ne peux pas innover pour les autres, je fais ça à l'interne. Mais quand je fais ça à l'externe, tout d'un coup, il y a quelque chose qui marche. Et c'est ça, à mon avis, l'ingéniosité de cet incubateur-là. Les startups qui sont rentrées, encore un autre exemple, comment que c'est difficile, puis qu'il fallait un endroit où on se reconnaît, où on parle notre langage. Je vais vous donner juste 2 exemples, on a peut-être 3 exemples. Une start-up qui venait de l'extérieur du domaine du tourisme, qui n'avait jamais pensé au tourisme, s'appelle Mérigno. Ils sont déjà hébergés là, au Santec. Donc, nous, on aime ça, la garde partagée, parce que on sait qu'ils sont bien à l'aise au Santec, et puis ils viennent chez nous pour apprendre plus sur le tourisme. Bien, eux, ils se destinaient vers le monde de la manufacture. Puis le cycle de vente pour leur outil, c'était très long, puis ils avaient de la misère à vivre. Puis chez nous, ils ont vu qu'il y a un cycle de vente beaucoup plus court, et maintenant, ils sont en train de changer, puis leur domaine va devenir le tourisme. On a comme transférer une start-up dans le domaine de la manufacture à devenir une start-up en tourisme. Mérigno vend des solutions sur mobile, mais en fait, c'est un système qui peut me permettre de faire des rappels d'employés, des employés temporaires, mais un genre de rappel qui est basé sur des règles syndicales. En tout cas, quand on est dans un hôtel ou dans un centre de ski, il y a quand même des règles syndicales. Tu n'appelles pas Monsieur X avant Monsieur Y parce que tu te fais taper sur les doigts. Mais une fois que tu rentres tout ça, au lieu de prendre 2 jours de travail pour appeler tout le monde, s'il fait beau en fin de semaine, là, il faut faire rentrer du monde à la ronde, là, mais ça prend 2-3 jours pour pouvoir appeler tout le monde. Eux, ils font ça en 2-3 heures. Donc, vous voyez que quelque part, c'est une solution qui aurait bien marché ailleurs, puis le tourisme l'aurait perdu. On a une solution de réalité virtuelle qui, a priori, qui fait ça pour les musées, la réalité augmentée. Donc, on connaît déjà le concept. Donc, en soi, où se trouve l'innovation? Ce qu'on trouvait intéressant, c'est de voir que, juste la voir chez nous, ça ouvre des idées. Et on a, ça s'appelle 44 Screen, qui font donc la réalité virtuelle pour des musées. On a déjà fait un truc pour le musée le musée de la mer aux îles de la Madeleine. Je pense que c'est le musée de la mer. Et donc, ils rajoutent, mettons, on voit un genre de squelette de baleine, bien, ils rajoutent à quoi ressemble la baleine dans la vraie vie, donc des trucs qu'on connaît sur la réalité augmentée. Ils sont en train de changer un petit peu leur modèle, d'ouvrir une nouvelle voie où tout d'un coup, avec le cellulaire, ils sont capables de voir la qualité de maturité d'un fruit et d'un légume. Donc, on peut mettre notre cellulaire devant, puis on sait que c'est catégorie 1, 2, 3, puis à 3, bien, il faut que tu retires le fruit. Donc là, ils sont en train de tester ça. Mais on voit que notre partenaire, l'ITHQ, l'Institut d'hôtellerie et de tourisme du Québec, serait très intéressé de pouvoir dire qu'on aurait de la compétence juste à temps dans nos poches. Puis là, qu'on pourrait dire à des gens, mais pour savoir quel fruit que tu vas mettre sur la table, là, tu sors ton cellulaire et tu as la réponse immédiatement. Ce qui serait une formation en général, ça aurait pris peut-être beaucoup de semaines avant de pouvoir reconnaître facilement la qualité d'un fruit. Donc, on voit que tout d'un coup, on a encore amené quelqu'un à répondre à un besoin de l'industrie. OK. Martin, qu'est-ce que c'est que la ville de Montréal? Enfin, quelle sera la ville de Montréal dans 10 ans ou 15 ans? Les grandes facettes dans le domaine d'MT-Lab. Depuis dimanche, je pense qu'on ne peut jamais faire des prévisions. Ça change tellement. Là, peut-être qu'on va avoir une ligne de métro rose dans 10 ans, mais ça va encore changer dans 4 ans. Ce que c'est Montréal, c'est vraiment un lieu où on est assez libre ici pour faire tout ce qu'on veut. Ce qu'on a vu comme grande différence entre Paris et Montréal par rapport aux startups, c'est que
à Paris, enfin, ou en France, pendant un certain temps, il y a un certain retard par rapport aux startups et à l'entrepreneuriat. Puis c'est venu d'en haut. C'est d'en haut qui ont dit, OK, on libère de l'argent, parce que quelqu'un s'est réveillé en disant, il faut qu'on encourage. Puis on a bien vu que c'était quand même du haut vers le bas. On a ouvert des espaces. Paris a dit, on va faire un organisme qui s'appelle Paris & Co. Puis ça va faire des incubateurs. Et là, du coup, les startups vont dire, ah, enfin, j'ai un endroit pour m'y rendre. Et du coup, ça a créé l'écosystème des startups. Mais Montréal, c'est l'inverse. L'écosystème existait déjà. C'est les startups qui font vivre ici. Donc, c'est vraiment de la base qui monte vers le haut. Puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on est rendu effectivement à l'étape où il nous faut des incubateurs. C'est bien beau aller dans tous les sens. L'image que j'ai, moi, souvent, c'est que les startups, c'est comme des abeilles. Ça court partout. Ça va courir après le gros ours. Donc, Air Canada, Aéroport de Montréal, ça va le piquer pour dire « Hey, j'existe, prends ma solution ». Ça marche un certain temps, mais l'ours, il y a autre chose à faire des fois. Puis nous, on est comme la ruche, où quelque part, on s'entend pour mettre le miel au même endroit, puis tout le monde peut quelque part discuter. Et on est arrivé, je pense que les incubateurs, il y en a beaucoup d'incubateurs, on n'est pas les seuls, on est parmi les premiers qui sommes verticales, mais il y a comme un besoin de dire, on peut-tu canaliser ces forces-là pour aller dans une direction? Puis peut-être qu'il y aura une autre structure qui va s'inventer en haut de nous éventuellement. Nous, notre rôle, c'était quelque part de faire rentrer dans une partie qui s'appelle l'incubateur MT Lab pour le tourisme, culture et divertissement, pour des startups qui ont déjà une idée qui marche. Mais avant et après, moi, je crois que Montréal est capable d'avoir un écosystème vraiment agile où il y aura peut-être effectivement un pré-incubateur avant nous, puis il y en aura un accélérateur éventuellement, puis on peut très bien imaginer quelqu'un qui commence au Collège Dawson, qui s'en va à IC Montréal, ensuite s'en va, mettons, au Lab culturel de Culture pour tous, ensuite il rentre chez nous, ensuite il s'en va chez Founder Floral, puis ensuite il s'en va, je sais pas moi, à F8 à Paris. Bien, on serait-tu content? Là, on aurait un écosystème qui est adapté à chaque fois. Je crois que Montréal est en train de réussir ce genre d'agilité-là. Puis je crois que dans 10 ans, c'est ce qu'on va avoir. C'est comme un écosystème vraiment mature où tous les nouveaux sont assez lousses pour que ça puisse changer toujours en tout temps. Donc où tout est très très fluide, où tout se fait relativement facilement. Puis ça change en fonction des vrais besoins. C'est un rêve que je caresse. OK. Et en termes de technique, quelles sont ou quelles vont être les innovations de demain pour Montréal? Le Montréal 2.0. OK. Je crois qu'on peut le dire sans se tromper, c'est l'intelligence artificielle qui est c'est un grand terme qui cache beaucoup de choses. Oui. Ce que c'est l'intelligence artificielle, c'est au moment où on se parle, c'est quand même c'est du pattern recognition. C'est un outil qui permet de reconnaître des patrons dans quelque chose, dans du data. Et je crois que c'est avec l'Université de Montréal qui a réussi à garder son professeur, M. Benjo, qui a fait que d'autres étudiants veulent se retrouver autour de lui. Notre chance, effectivement, ici, c'est vraiment l'intelligence artificielle, entre autres. En fait, ce qui va monter, là, je pense que l'aérospatiale, ça va bien. Je pense que les jeux vidéo, ça va bien aussi. Mais l'intelligence artificielle, donc cette notion d'algorithme qui va apprendre, je crois que c'est notre force pour l'instant. C'est quelque chose que j'avais comme vu venir, puis qui devient assez clair parce qu'on a un professeur qui a décidé de rester ici et non pas de partir. Il est resté pas n'importe où. Je pense qu'il serait à Toronto, ça aurait été bien, mais il est à Montréal, puis les gens qui passent par Montréal comprennent qu'il y a une qualité de vie ici qui est différente puis d'ailleurs. Puis ça fait que les gens qui viennent ici, ils vont peut-être aller à San Francisco fonder leur compagnie ou en tout cas vont vendre leur compagnie, mais souvent on en voit qui reviennent ici et je crois que si on peut faire ça avec l'intelligence artificielle, bien, on va avoir un pôle. Mais c'est tellement un domaine très vaste là, que ça va aller, à mon avis, dans des sous-domaines éventuellement. Puis on ne dira plus bientôt intelligence artificielle. On va dire, je ne sais pas, tel algorithme en particulier. D'accord. Donc c'est ça l'avenir. En parlant de qualité de vie, il y avait un sujet qui me semblait important en regardant votre carrière et la pluralité de ce que vous avez fait jusqu'ici. Moi, il y a une question qui me taraude, c'est de me dire comment vous avez fait pour être compétent, voire exceller dans différents domaines à différents moments et même dans différents domaines au même moment. Trouver l'équilibre entre l'aspect professionnel et personnel. Et je pense que c'est important pour, en tout cas je parle pour la communauté du wagon, mais je suppose que pour le reste des personnes qui est là, ça peut être important, c'est de se dire je suis entrepreneur, je suis chef de projet ou je suis un salarié comme n'importe qui peut l'être. Comment je trouve le temps de m'accomplir et de faire
tout ce qui m'intéresse pour arriver à mes rêves. Comment on trouve un équilibre? Si je suis vivant aujourd'hui, j'ai dû le trouver. Là. Je ne sais pas si je suis capable de mettre des mots dessus. Je pense que j'appelle ça se nourrir. Il faut toujours se nourrir en cours de route. Moi, quand je me suis mis à bloguer, il y a donc 15 ans, en 2004, un peu moins de 15 ans, c'était une question de survie. Je veux dire, je devais dire quelque chose. Aujourd'hui, ça serait autre chose, ça serait codé, ça serait n'importe quoi. Vous voulez faire de la peinture, à la limite. Faites ce qui vous démange. Puis une fois que vous avez fait ça, quelque part, du coup, il y a peut-être d'autres jobs que vous pourrez faire, ça vous dérange moins parce que vous avez réussi à livrer. Idéalement, si ça peut être dans le même monde, dans le sens que si vous vous mettez à bloguer sur les fleurs, puis que vous êtes en comptabilité, bon, OK, c'est un grand écart. Là. Idéalement, il faudrait bloguer en comptabilité ou bloguer sur les fleurs puis devenir fleuriste. Mais je suis sûr que si vous êtes dans votre domaine, c'est que vous avez une passion. Puis moi, j'aime bien, dans mon cas, moi, je pense que ça me nourrissait sans savoir vers quoi ça allait. Peut-être que c'est ça qui me rendait inconscient. Sinon, j'aurais peut-être paniqué en me disant « Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il faut que je planifie. » Puis je sais pas, je dois... Peut-être un fond de judéo-chrétien qui dit quelque part la vie va m'amener de l'eau, du pain, ça va marcher. Je faisais ce que j'aimais, donc j'allais réussir. Mais ça demande pour moi donc de trouver quelque chose qui me nourrit dans un monde qui est toujours en train de changer. Moi, je n'aurais pas survécu dans un endroit qui aurait toujours été pareil. Donc, j'avais besoin d'un monde qui change, d'où le monde numérique, qui change beaucoup d'ailleurs. Mais j'ai besoin donc de me nourrir de choses qui changent beaucoup et à la fois d'avoir de la stabilité, dans mon cas, dans mon couple, j'ai une stabilité. Et ça fait que je peux me dire, j'ai un endroit qui ne bouge pas, mais tout le reste du monde bouge. Parce que ça ne me dérange pas. Si j'avais peut-être des problèmes familiaux, peut-être que ça aurait été différent. Dans mon cas, moi, j'ai la chance que ce soit stable. Et donc, j'ai cette base-là qui fait que je peux me permettre de dire tout change autour de moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Bon, avant de passer aux questions, est-ce que vous auriez des conseils pour tous les futurs entrepreneurs d'ici? Je pense pas. Ça serait plutôt vos questions. Je vais pouvoir vous conseiller sur vos questions parce que je pense pas qu'il existe une seule voie. Il y a vraiment plusieurs voies possibles. C'est bien important, à mon avis, de vraiment d'écouter votre genre de petite voix intérieure, là, de foncer là-dessus. Sauf si c'est pour prendre une Kalachnikov et tirer, là, ça, oubliez ça. Mais si vous voulez coder quelque chose, si vous voulez vraiment... Faites-le, point. Je veux dire, moi, je trouve toujours que la vie est courte. Je veux dire, moi, à la limite, je me ferais écraser en sortant ici, mais ma vie est réussie. J'ai fait ce que je pensais. Je suis peut-être pas rendu super loin, mais j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Et c'est pas à la fin, c'est le parcours. Moi, je trouve vraiment c'est le parcours. Donc, dans n'importe quoi, juste triper en faisant, c'est ça qui compte. Vous allez voir, ça va venir parce que dès que vous êtes passionné par ce que vous faites, ça transpire. Vous pouvez, évidemment, essayer de faire rayonner ça, votre passion, donc en bloguant, textant, à mon avis, aujourd'hui, plus réseautant, donc ça reste la continuité. Puis ça se voit dans vos yeux quand vous êtes passionné dans ce que vous faites. C'est de toujours se donner à fond. Puis si vous ne pouvez pas le faire de vous donner à fond, ça veut juste dire que vous n'êtes pas au bon endroit, puis juste changer en cours de route. Moi, ce qui me passionnait, c'était toujours, à chaque fois, c'est nouveau et je ne sais pas comment le faire. Donc moi, ça me passionnait. Ça se donne que le monde a changé beaucoup. Donc j'étais juste au bon endroit à chaque fois, porté par une vague. Si vous considérez que le monde ne change plus beaucoup, alors prenez un lieu sûr puis faites-le bien. Si vous croyez que le monde va changer, puis moi, je parierais là-dessus, le monde va encore changer, soyez passionné par le changement puis de ne pas avoir peur de quelque chose qui va changer. Ça, les gens ils vont l'apprécier. Je pense que c'est ceux qui se sentent à l'aise avec le changement, c'est ceux qui vont avoir une job demain encore. C'est ceux qui n'ont pas peur de l'échec aussi. C'est drôle, c'est le premier fail camp, j'avais participé à ça, puis j'avais jamais compris le concept de fail camp. J'aime pas parler de mes échecs, puis j'avais fait le test pour voir. Puis oui, je pense que c'est drôle, avant de faire l'échec, il faut juste être inconscient, je crois. Il y a une part d'inconscient dans ce qu'on fait. Évidemment, c'est sûr qu'il y a des échecs qui sont graves et des échecs qui ne sont pas graves. Je pense que j'ai des échecs pas graves que j'ai eu dans ma vie, fait que j'ai pu avancer. Peut-être des gros échecs graves, peut-être que je me serais roulé en boule puis j'aurais arrêté. Mais il faut croire que j'ai fait que des petits échecs. Donc, je ne les considère pas comme des échecs parce que justement, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Donc, j'ai la misère à voir un échec comme étant quelque chose qui t'arrête.